Bon, alors on est en direct normalement et on espère que on nous entend. Est-ce que vous voyez le direct? Et est-ce que quelqu'un voit le direct et est-ce qu'on peut me confirmer? Il y a le retour son au premier rang. Le retour son au premier rang, oui, on nous entend. Bon bah, on a réparé le micro par rapport à la semaine dernière. Désolée pour la semaine dernière. Mais bon, au moins on aura en entier Guillaume Chamanadjan qui vient nous parler de une valse pour les grotesques. Vous l'avez tous vu, de toute façon ici dans la salle, vous savez tous de quoi on parle. Et Vous l'avez lu, ok. Donc, non, mais ils l'ont pris. Non, ouais. on spoil pas. Il y a plein de gens qui vont suivre sur Instagram, Ah oui, qui c'est vrai. savent pas, qui découvrent. Donc on dit rien. Mais on dit quand même des choses. Mais Voilà. La soirée est finie. C'est ça. Alors, bah merci. Merci d'être là pour nous parler de ce nouveau roman, toujours merci de m'avoir invité. au Forge Vulcain. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, ce nouveau livre? Alors, de quoi ça parle? Ça parle de plein de choses, mais c'est pas facile à résumer. Non. Absolument pas. C'est pour ça que je... Voilà, les libraires me jettent le bébé comme ça pour me laisser le résumer. Alors, du coup, je suis un peu rompu à l'exercice, moi. Donc alors, il faut imaginer la ville de Chattango. En fait, Chattango, c'est une ville qui est nichée dans une vallée des Alpes, au bord d'un lac. Donc c'est une ville universitaire, il y a une grande université, il y a un château qui est construit à flanc de montagne, et puis il y a toute une vie universitaire avec des étudiants qui font la fête, etc. Et on est début 19e siècle, été 1816 très exactement. On va suivre dans un premier temps jeune Johann von Capriccio, qui est en fait étudiant en médecine à l'université, spécialisé en obstétrique plus exactement. Et en fait, Johann va être un soir kidnappé de manière un peu violente, jeté dans une voiture et amené devant une noble dame qui reconnaît tout de suite, hein, même s'il n'est pas censé la reconnaître. Et en fait, cette dame, qui est la femme du margrave, donc le seigneur local, lui montre son fils en lui disant bah, j'aimerais votre avis de médecin. Et j'ai oublié de préciser, Johann, en plus d'être médecin, est chiroplaste, c'est-à-dire qu'il fabrique des cires anatomiques qui permettent d'enlever par exemple les organes à l'intérieur pour étudier les corps. C'est une discipline qui est à la fois de l'art entre guillemets et de la médecine. Et en fait, elle lui demande son avis parce qu'il a cette double spécialité en obstétrique et en chiroplastie. Et elle lui montre en fait son fils, et son fils a des sabots de bouc, son fils a une queue, son fils a des cornes, en fait son fils est un faune, ce qui n'est absolument pas possible. Et à partir de là, bah, tout part en vrille, si je puis dire. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que la naissance en fait, de cet enfant, c'est le début de quelque chose au sein de la ville. Et Johan va faire équipe avec, on va dire, une mercenaire et une apprentie mage pour essayer de découvrir en réalité ce qui se passe dans cette ville. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est très bien comme résumé. Impeccable. C'est quoi un grotesque? Alors, on dit une grotesque. Une grotesque, d'ailleurs. En l'occurrence, une grotesque, en fait, c'est une illustration qui est censée être là pour faire rire. Ça va être les marginalia qu'il va y avoir dans les manuscrits médiévaux, par exemple, avec des petits démons fourchus, avec des gros nez, enfin ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, dans cette ville, c'est dans la ville de Chattango, il y a une petite particularité, c'est qu'à tous les coins de rue, il y a une statue d'une grotesque, en fait. Donc une grotesque, c'est une créature qui peut, en l'occurrence, dans cette ville, c'est à la fois des créatures issues du bestiaire germanique, des créatures issues de la mythologie gréco-latine, donc une espèce de joyeux pot pourri, entre guillemets, de tout ce que l'imaginaire de l'Europe en fait, a pu déverser pendant des siècles. Alors, on sait, l'année est très précise dans ce livre. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi ce moment de l'histoire en particulier? Alors, on va essayer de ne pas spoiler, mais spoiler. Voilà. Mais il se trouve que voilà, c'est un roman, je voulais faire un roman qui parle un petit peu de l'origine, d'une certaine manière, de la science-fiction, de l'imaginaire. Donc pour moi, l'origine, ça commence un petit peu avec les utopies lunaires, par exemple, qui étaient en fait des textes, notamment du 15e, 16e siècle, qui parlaient de voyages dans la Lune, imaginés par des auteurs. Donc c'était déjà de la fantaisie, en fait, entre guillemets, ou de la science-fiction, suivant de quel point de vue on le regarde.
Et l'été 1816 a ceci de particulier, c'est que c'est une autre date assez importante dans l'histoire de la science-fiction. Parce que à l'été 1816, en fait, il y a 4 personnages bien connus qui sont au bord d'un autre lac, qui sont installés au bord d'un autre lac, qui est le lac de Genève, que sont Percy Shelley, Lord Byron, John Polidori et Mary Shelley. Et en fait, ils se lancent un défi fou de chacun écrire un roman entre guillemets d'imaginaire. Et donc Mary Shelley va écrire le Frankenstein. Donc en fait, moi, l'idée de placer tout de suite dans le cadre de cette création littéraire, entre guillemets, ça m'intéressait beaucoup pour placer une valse pour les grotesques. Et j'ai oublié de préciser, l'été 1816 avait aussi cette petite particularité. La raison pour laquelle ils se sont lancés ce défi, c'est que l'été était absolument pourri. Il n'y avait pas un seul rayon de soleil. Hein. En gros, il y avait eu une éruption dans les Indes néerlandaises. Et en fait, il y avait un nuage de fumée qui recouvrait toute l'Europe, en fait. Donc le soleil ne perçait pas. Et en fait, ils avaient appelé ça l'hiver qui n'en finissait pas. Et c'est pour ça qu'ils se sont enfermés chacun dans une pièce pour écrire leur roman. Roman gothique, très lumineux. Très romantique. Alors, pour la tour de garde, on sait qu'il y a, donc maintenant tout le monde le sait hein, quand même, qu'il y a eu un voyage qui a inspiré Gémina. Est-ce qu'il y a eu un voyage pour inspirer Chattango? Alors, il y a eu plus une visite qu'un voyage. Et après, il y a eu un voyage. Enfin, c'est compliqué. On va commencer par le début. En fait, c'était quand c'était au printemps 2022 avec Claire. On fait souvent des tours en Europe du Nord. En fait, on prend le train, on va jusqu'à Turin et ensuite on voit où est-ce qu'on peut aller en train. Et notamment, on avait fait tout un tour de l'Émilie-Romagne en fait, donc en passant par Bologne. Et plusieurs petites villes du coin. Et notamment à Bologne, on avait visité un musée qui est le Palazzo Pozzi, et qui est en fait un musée d'histoire qui a fait le tour du monde, qui s'appelle la Venerina, qui est exposé dans ce musée, et effectivement, qui est une œuvre assez saisissante. Donc c'est vraiment une cire anatomique. Alors on peut pas évidemment dans le musée enlever des bouts, mais enfin c'est vraiment une œuvre d'art à part entière. Enfin il y a l'artiste lui a quand même a vraiment fait en sorte qu'elle ait un air un petit peu alangui. Enfin c'est un peu la Mona Lisa si je puis dire des étudiants en médecine. Donc c'est un peu l'idée est un peu partie de là. En plus on a visité plein de châteaux. Enfin l'Italie du Nord c'est absolument extraordinaire pour l'inspiration. Et puis je voulais en fait écrire sur ce 19e siècle dans cette partie entre guillemets de l'Europe où effectivement donc ce qui aujourd'hui est l'Italie du Nord, l'Istrie qui est un peu coincée entre la Croatie, la Slovénie et qui à l'époque en fait était le Saint-Empire romain germanique en réalité. Donc avec des multiples croisements culturels, enfin il y avait des Turcs, enfin des Ottomans à l'époque qui parcouraient les rues, enfin c'était vraiment un carrefour culturel extraordinaire. Et je m'étais dit à la fois avoir ce côté carrefour culturel et puis écrin vraiment niché au creux d'une montagne pour cette ville universitaire. Donc voilà. Et après pour compléter avec Claire, on s'est dit parce qu'on est un peu comme ça, on s'est dit tiens si on allait en train jusqu'à Vienne en Autriche, on est allé en train jusqu'à Vienne en Autriche. On a visité plein de châteaux du Saint-Empire romain germanique et de l'Empire austro-hongrois. Enfin, j'ai même regardé Sissi impératrice pour la science. Et enfin voilà, après il fallait s'inspirer. Alors justement, au niveau inspiration, tu as évoqué Mary Shelley. Est-ce qu'il y a des romans qui ont inspiré la valse? Alors oui, plein. En premier lieu, mais c'est peut-être un peu spoilé que de dire ça, Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic. Hein. Oui, mais alors faut que les gens, oui, ouais. Ça spoil un peu, ça. Bon. Mais bon, voilà, il y a un lien évidemment qu'on découvre en lisant. Mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment ça la première inspiration. Et puis après, de toute façon, je serais incapable de dire quelle inspiration en particulier, parce que il y en a vraiment beaucoup. Je parle d'ailleurs de romans, de certains romans gothiques que je cite dans le roman. Dans la valse, il y a, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. D'accord. Alors, c'est encore une fantaisie dans une ville. Est-ce que c'est une évidence d'écrire dans une ville? Est-ce que les histoires sont différentes quand on les écrit dans les villes? Moi, j'aime bien les villes parce qu'en fait, déjà, ça permet d'enfermer l'action.
C'est un peu le côté, c'est un peu la scène de théâtre en fait, où avec les règles du théâtre classique, où on peut faire unité de temps. Alors c'est pas le cas ici, mais en tout cas unité de lieu et avec des personnages qui sont vraiment dans un huis clos. Après, moi j'aime bien les villes d'une manière générale. De toute façon, vous avez noté, à chaque fois qu'on voyage, on voyage en train, on n'a pas de voiture. D'ailleurs, je ne conduis même pas. Donc en fait, quand on voyage, on va voir des villes, tout simplement. Et, et en plus de ça, il y a un côté, le temps n'est pas le même en fait pour moi quand on écrit sur une ville où on peut vraiment tout ramasser dans le temps et dans l'action, alors que quand on est sur sur une aire de jeu beaucoup plus vaste, si je puis dire, je pense que le temps du récit, le rythme du récit n'est pas le même. Et là, je voulais justement, le rythme était extrêmement important. C'était déjà le cas dans Capitale du Sud. Mais là, en plus, c'est un roman qui parle de musique. Il fallait qu'il y ait une certaine musicalité, un rythme qui revienne, qui soit un peu lancinant. Et du coup, pour ça, j'avais vraiment besoin d'avoir cette unité de lieu. Un moment, parce que je l'ai pas mal retravaillé ce roman, et notamment toute la deuxième partie se passait pas du tout au même endroit que là où elle se passe dans le roman. Sans spoiler, elle se passait beaucoup plus loin. Il y avait un retour au bord de l'Adriatique, et en fait ça induisait vraiment un nouveau rythme, et du coup ça me plaisait pas. Donc je suis vraiment, ce que je n'ai jamais fait pour Capitale du Sud, je suis vraiment revenu en arrière en me disant non, ça ne va pas du tout, faut vraiment repartir sur un truc où finalement ça va se passer hors de la ville, mais vraiment juste derrière les murs de la ville, pour arriver à quelque chose qui me convienne un petit peu mieux. Alors après un succès comme La Tour de Garde, est-ce que c'est difficile de passer à autre chose, d'écrire un roman comme ça? Difficile, non. C'est pas le mot. C'est vraiment très différent parce qu'en plus La Tour de Garde c'était quand même une œuvre à quatre mains, même enfin l'univers était à quatre mains, les romans chacun les écrivait de son côté, mais il y avait un travail qu'on avait induit avec Claire qui faisait qu'on se parlait tout le temps de ce qu'on écrivait, on vivait complètement dans La Tour de Garde, on savait quand l'un était là que l'autre devait être là, enfin donc on avait des retours de lecture tout le temps, tout simplement de l'autre. Là, c'est vrai que écrire un roman tout seul, c'est un travail par définition solitaire. Donc, c'est surtout en ça que c'était vraiment différent. Et puis cette histoire de rythme entre guillemets toujours qui faisait que je suis obligé aussi dans un roman one shot hein, d'envisager d'aller beaucoup plus vite sur l'action. J'aime bien les histoires qui prennent un peu d'ampleur, hein. Mais là, je voulais pas non plus que le roman fasse 800 pages. Puis mon éditeur n'a pas voulu non plus, hein, ça dit en passant. Parce que 800 pages, c'est beaucoup de papier. Donc en fait, le travail était vraiment très très différent. Après, moi je me suis mis à écrire vraiment sur le tard, enfin à écrire des romans sur le tard. Des histoires, j'en ai plein entre guillemets. J'ai encore quelques années, je pense, avant de rattraper tout le retard. Donc en fait, c'est pas une question d'inspiration, en l'occurrence. Donc justement, on parle de la question du one-shot. On n'en voit pas si souvent que ça en fantasy. On a quand même beaucoup des longues séries. Comment on passe justement comment on se débrouille pour pas faire 800 pages? C'est la partie la plus compliquée. Non, mais vraiment, c'est la partie la plus compliquée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné cette deuxième partie qui se passait loin. C'est que je me suis dit, oh la vache, il va faire 800 pages. Donc c'est là que il faut... Oui. Comment on fait on cadre beaucoup plus. Alors moi, de toute façon, je travaille beaucoup hein, en amont, l'histoire, les personnages, les rythmes. Je me fais vraiment des notes sur ce que je veux mettre. Donc, j'arrive assez vite à savoir et je connais la fin avant de commencer à écrire. Et donc, ce qui était déjà le cas pour La Tour de Garde, je connaissais la fin du tome 3 avant de commencer à l'écrire. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus facile quand on est dans cette démarche où on a vraiment une idée précise de ce qu'on veut faire pour restreindre, couper et arriver finalement à la longueur qu'on veut.
plutôt qu'une série. Alors, je sais que parfois en série, on commence, on sait où on va terminer, mais le chemin pour y arriver, on le connaît pas forcément. Donc du coup, ça peut, voire parfois, on ne sait pas non plus la fin. Donc c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps et parfois, mais je dis bien parfois, tirer à la ligne. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour moi, je pense que c'est plus facile effectivement quand on a cette optique qui est de vraiment préparer avant, faire tout un travail préparatoire et finalement l'écriture c'est que le prolongement de ce travail. Oui, donc pour les jeunes auteurs qui voudraient écrire un seul tome, c'est un peu ça que tu donnes comme conseil. Moi, je conseille de préparer. Après, je sais bien, on a toujours tendance à faire cette distinction qui est jamais complètement vraie entre le jardinier et l'architecte. Hein. Je pense que jamais personne n'est 100% jardinier, jamais personne n'est 100% architecte. Hein. Ça n'existe pas. Mais en l'occurrence, pour faire un one shot, je pense que c'est mieux de savoir un minimum et donc d'être un minimum architecte. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des histoires qui justement se prêtent mieux à ce format-là? Est-ce que t'as envisagé de faire plus qu'un tome? Est-ce que voilà, il y a des histoires qu'on peut faire en un seul tome, alors que d'autres il faut vraiment plusieurs. Oui, quand on est, alors souvent le schématique entre guillemets de cycle de fantasy, c'est du roman initiatique avec un jeune personnage qu'on voit grandir, qu'on voit évoluer. Enfin, c'est du roman d'apprentissage. C'est parce que, et en plus de ça, souvent écrit, enfin, souvent, pas forcément, mais ça peut être écrit à la première personne avec en plus une question de perception très sensorielle. C'est le choix qu'on avait fait pour la tour de garde, que ce soit clair ou moi, avec justement jouer sur ces perceptions où on est vraiment dans la tête d'un narrateur, c'est juste que c'est pas le même, mais qui raconte à un certain moment la même histoire. Donc effectivement, le roman d'apprentissage ou l'épopée, ça se prête plus au cycle. Là, pour moi, le roman, quand il est tout seul, ça doit être vraiment juste un tout. En fait, il faut qu'il soit, qu'il fonctionne à la fois du point de vue de l'histoire, ce qui est quand même le premier élément, c'est-à-dire faire en sorte que l'histoire soit intéressante. C'est un roman d'aventure avec un début, un milieu, une fin, des rebondissements, des méchants. J'aime bien les méchants en plus qui sont là, qui ont des capes et qui ricanent, méchamment. Enfin, voilà, il y a le côté, j'aime bien le côté très romanesque, comme on dit. Et puis l'autre point pour un roman comme ça, c'est qu'il faut aussi placer les thèmes qu'on veut aborder, le thème de la fiction en l'occurrence, et de la métafiction aussi. Et bon, c'est ça le plus compliqué entre guillemets, c'est-à-dire tout ça, c'est glissé dans le roman. C'est pas le plus important parce que le plus important c'est qu'il y a un méchant et des coups de poignard. mais voilà, il faut pour moi que ce soit un petit peu dans le roman. Oui, puis là on est sur un monde qui est pas trop différent non plus. Donc le fait de pas avoir besoin de trop présenter un monde bizarre, ça. Ouais, et puis du coup je vois de quoi tu voulais me faire parler tout à l'heure quand tu me demandais les romans qui m'ont inspiré. Ça y est, on y arrive. Oui, effectivement, c'est un univers qu'on connaît parce que c'est le 19e siècle en Europe. Et je vais vous parler du roman ruritannien. Voilà. Le roman ruritannien, en fait, c'était une mode. Vous savez, je travaille dans l'édition, et dans l'édition, on a des modes. En ce moment, il y a la romantaisie. On en parlait tout à l'heure. Et le roman ruritannien, c'était une des toutes premières modes de l'édition à la fin du 19e siècle. Et en fait, c'était lancé par un roman qui s'intitulait Le prisonnier de Zenda, d'Anthony Hope, en 1894, très exactement. Et qui a été un succès, mais voilà, c'était le 50 nuances degrés de l'époque. Et alors c'est plus édité. Hein. Alors aujourd'hui c'est complètement tombé dans l'oubli. Pourtant il y a eu 3 adaptations au cinéma, dont une avec James Mason qui joue un méchant absolument génialissime en costume violet pétard. Enfin elle est absolument géniale. Je vous engage à la regarder. Et en fait, le roman ruritannien, ça prend pour cadre effectivement cette Europe du 19e siècle, ou début 20e. Et en fait, ça imagine un territoire particulier au sein de cette Europe. En l'occurrence, dans le roman d'Anthony Hope, c'était la Ruritanie.
Et donc le prince de Ruritanie est enlevé et il faut le remplacer au pied levé par un jeune aventurier qui passait justement par là et qui se trouve être un cousin éloigné et qui ressemble comme deux gouttes d'eau au prince en question. Et évidemment, il y a une histoire d'amour parce qu'il tombe amoureux de la femme que le prince devait épouser. Il y a des duels de cap et d'épée. Il y a un méchant très très haut en couleur. Que j'ai même, pour ainsi dire, quasiment repris trait pour trait. Il a le même nom et le même caractère. Donc, et en fait, voilà. Et ça avait cette espèce d'intérêt où, effectivement, le roman rutanien, c'est une géographie imaginaire, c'est de la fantaisie, mais c'est pas de la fantaisie parce que c'est dans le monde réel. Donc moi, justement, ce côté-là, ça m'intéressait de me dire que on peut faire finalement une espèce de fantaisie. Alors là, il y a un petit peu de fantastique quand même, donc c'est vraiment une fantaisie, mais ancré dans cet univers que finalement on connaît bien, ou en tout cas pour lequel on a tous les réflexes, de se dire on sait ce que c'est que peut-être pas un margrave, mais en tout cas c'est un conte, donc on sait ce que c'est. On a tous vu le conte de Cagliostro aussi, qui est un autre exemple de roman britannique, mais par Miyazaki, enfin le château de Cagliostro, pardon. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on connaît et qui parle immédiatement. Oui, peut-être qu'il y a un éditeur qui va se rendre compte qu'il y a un bouquin à rééditer avec tout ça. Parce que, en plus, c'est libre de droit, donc c'est facile à faire. Donc, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, il y a un texte là, vous pouvez faire comparaison et tout et tout. Alors, le livre de cuisine des forges est toujours extrêmement attendu. Voilà. On parle moins de nourriture dans ce livre, mais un peu quand même. On mange quoi dans ce livre? On mange quoi? J'ai des questions bizarres. On mange quoi dans cette ville? On a dû passer là avec un peu de retard le poste cuisine, voilà, qui était attendu par tout le monde. Alors en vrai, le Tafelspitz, c'est ce qu'on a fait. Oui, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avec Claire, à chaque lancement de roman, on fait un petit festin entre guillemets entre nous, on cuisine et on prend une bonne bouteille de vin avec. Et effectivement, là, le plat en question, c'était du Tafelspitz. Le Tafelspitz, c'est un pot-au-feu hongrois. C'était le plat préféré de l'empereur austro-hongrois. Je pense que ça date d'un peu après, quand même, la période. Mais c'est pas grave, ça nous, voilà. Mais sinon, voilà, on mange des plats en sauce, on mange du jambon, du fromage, tout ce qu'on et en France, on mangeait beaucoup de choses très très travaillées pour le coup, mais là, pour le coup, comme c'est pas en France, là. Non. Donc, voilà, du fromage. Et on boit du vin aussi beaucoup, de la malvoisie, et surtout, on mettait à l'époque, on faisait des trucs qui aujourd'hui nous feraient complètement bondir, c'est-à-dire on faisait des mélanges entre un fond de cognac et du champagne. Pourquoi pas? Voilà. Alors, est-ce qu'il a fallu... pas assez fort en alcool. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a fallu faire des recherches particulières pour ce roman? Je pense par exemple au métier du héros. Parce que là, tu parlais de la statue de cire. Est-ce qu'il y a des recherches sur comment ça fonctionnait quand était... Alors oui, beaucoup. C'est un peu une de mes blagues d'ailleurs. J'ai découvert l'écriture de ce roman qu'il y avait un nombre limite en fait d'onglets qu'on pouvait ouvrir dans l'application Wikipédia. C'est plus de 100 quand même, hein, donc il y a un peu de marge. Mais voilà, beaucoup de documentation. Il se trouve aussi que ça fait partie un peu des joies entre guillemets d'avoir réuni les bibliothèques avec Claire quand on s'est installés ensemble. Claire avait travaillé dans l'édition médicale il y a de cela fort longtemps. Peut-être pas que ça se sache, mais en tout cas ça a été le cas. Voilà. Et en fait, on a du coup quelques manuels, enfin des ouvrages sur lesquels elle a travaillé ou qu'elle avait acheté à l'époque. Et notamment, en fait, après finalement cette visite à Bologne où on avait vu les statues de cire, j'ai découvert qu'il y avait donc dans notre bibliothèque un ouvrage publié chez Taschen qui s'appelle Encyclopædica Anatomica et qui est en fait un recensement de quelques milliers finalement vraiment de figurines de cire qui sont exposées dans un musée à Milan. Donc voilà, lui aussi, il m'a pas beaucoup quitté pendant ces quelques mois d'écriture. Un livre de
fait Un livre de chevet, voilà. curieux, mais voilà. Personne, on sait que c'est sympa comme livre de chevet. Oui. Enfin, c'est sympa Alors, comme c'est pas un gros, Non, mais c'est mais il est quand même assez épais. Hein. Oui, voilà. Et en dehors de ça, d'autres recherches nécessaires pour, sur l'époque, sur d'autres trucs. Pas mal de recherches sur l'époque, effectivement, alors surtout effectivement sur Internet. Je me suis assez peu déplacé finalement en bibliothèque pour quand même une fois ou deux sur certains points qui. Je vois la bibliothécaire du premier rang qui se soupir exaspéré. C'est surtout qu'en fait, en fait, ma documentation, c'est tout bête, mais moi j'aime bien l'avoir pendant que j'écris, pas en travail préparatoire pour le coup. Parce que c'est des choses, en plus c'est des petits points tout bêtes à vérifier, c'est genre est-ce que ça existait à cette époque ou comment un plan, par exemple, il y a une toute petite partie qui se passe à Constantinople, qui est un plan de Constantinople, justement du quartier qui m'intéresse au 19e siècle. Alors là, vous me trouvez dans quelle bibliothèque il se trouve, et ensuite y aller. En fait, c'est quand même plus facile de trouver ça sur Internet. Oui, parce que s'il faut aller à Constantinople pour voir la carte, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment ça. Et puis, je commence à écrire en général. Puis, je me dis, mais en fait, j'ai besoin d'un plan de Constantinople. Et en fait, ça me prend 20-25 minutes pour en trouver un. Et c'est fait. Oui. Voilà. Donc, ça ralentit pas le rythme d'écriture. Donc, oui, l'écriture, c'est plus d'abord faire un plan et après, les recherches, c'est au fur et à mesure. Ouais, l'écriture, en fait, comme je disais, je prépare beaucoup. Mais ce que je prépare, c'est vraiment la partie narrative, les thèmes à aborder et les différentes couches de narration. Mais vraiment, la recherche, c'est au fur et à mesure parce qu'en fait, j'ai besoin aussi de cet exercice pour continuer à écrire. Si j'avais vraiment plus que l'écriture, ça m'ennuierait très très vite en fait. Ça peut être aussi utile pour les jeunes auteurs qui, des fois, font beaucoup de recherches et qui, après, doivent écrire. Voilà. Ouais, alors, après, chacun fonctionne, encore une fois. Apprendre à écrire, entre guillemets, apprendre à écrire, c'est surtout apprendre à savoir comment on fonctionne. Moi, je sais que j'ai besoin vraiment d'avoir cette activité au fur et à mesure parce que sinon, je m'ennuie. Alors, on le sait maintenant tous, puisqu'on a eu un résumé du début. Pourquoi un faune? Parce qu'il y a eu d'autres possibilités. Pourquoi est-ce que ça a été une évidence de tout de suite que ce soit un faune, le petit? J'avoue, je ne sais pas. En fait, pour moi, le faune, ça fait partie de ces créatures qui sont... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui m'est arrivé en premier lieu. Je sais pourquoi je l'ai gardé, parce qu'il y a plein de choses que j'ai enlevé au fur et à mesure. La réalité, c'est qu'effectivement, le faune, j'en ai juste eu l'idée comme ça, en train de marcher, alors que je marchais dans la rue. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un faune? Et puis je me la suis gardée pour plus tard en me disant, et puis je vais la mettre à l'épreuve, entre guillemets, de mes recherches, de ce dont je veux parler, etc. Et en fait, au plus j'avançais, au plus je me disais, bah oui, mais le faune, il existe un peu dans toutes les mythologies. Si je veux effectivement que c'est encore une fois avec toujours cette idée que ce territoire c'est un lieu où convergent un peu tous les imaginaires venus de plusieurs coins de l'Europe différents, le faune, je trouvais que c'était en lui-même déjà un bon carrefour. Et puis ça induit quelque chose de poétique, ça induit et puis je sais même pas pourquoi, mais j'avais toujours en tête en fait, vous savez, il y a à Pompéi, il y a une maison effectivement qui est la maison du faune dansant où à l'entrée il y a ce faune entre guillemets qui danse pour accueillir les visiteurs. Et en fait, je me disais, c'est un peu ça, cette espèce d'ambiance. Comme quoi, je disais, l'imaginaire, c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, le faune, c'est ça que ça évoque. Puis ça permet d'avoir un joli dessin. Et ça permet d'avoir On remarquera que même le Pyrénées derrière. C'est vrai. Voilà. On est, Ouais, c'est très important. c'est ça. Quand on ne le voit pas, il est là. Alors, on a la dimension médecine, on a un peu de réflexion autour des étoiles, tout ça. Il y a une volonté de mettre à la fois de la science, on a l'impression que c'est un monde de science au départ et tout d'un coup ça dérape sévère. C'est exactement ça. Ça veut dire c'est un monde normal finalement et puis il y a un petit oui, mais on peut avoir un monde côté normal sans avoir autant de science. C'était vraiment voulu d'avoir une évidence dès le début. Oui, et puis pour moi ça induisait un peu une ambiance. Alors j'ai aussi un peu enlevé les scènes d'ambiance avec beaucoup d'étudiants, mais il y a quand même quelques petites choses qui... Là aussi, il y a un voyage qu'on avait fait avec Claire il y a quelques années à Coimbra, au Portugal.
On était arrivé à Coimbra au Portugal pile au moment des fêtes de fin d'année. Donc il y avait une espèce d'ambiance vraiment particulière. Donc Coimbra, c'est une ville universitaire bâtie sur une colline, et en fait comme c'était les fêtes de fin d'année, il y avait plein d'étudiants qui se baladaient avec des longs costumes noirs dans les rues, et chacun avait un parapluie avec la couleur de sa spécialité. Donc, en fait, on a toujours été fascinés, je pense, Claire et moi, par tous les espèces de petits rituels qu'il peut y avoir, surtout en Europe du Sud, très peu en France finalement, autour de la vie étudiante. Et du coup, se dire qu'arriver dans cet environnement où il y a à la fois des rituels étudiants, il y a notamment, j'ai quand même tenu à la garder, une scène de Mansour au début. La Mansour, c'est un duel à l'épée, finalement, mais extrêmement codifié, où le but, c'est même pas de gagner, le but, c'est d'avoir une cicatrice. Enfin, je schématise, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, mais en fait, le but, c'est de prouver son courage, et du coup, effectivement, le but n'est pas de l'emporter le duel. Et donc du coup, effectivement, arriver dans cet univers extrêmement codifié, cet univers de science, et puis, comme je le disais, faire un pas de côté, puis un deuxième, puis arriver à un point, entre guillemets, où voilà, l'imaginaire prend complètement le dessus. Alors, on va passer aux questions du public, parce que je sais qu'il y en a, et que, voilà, faut leur donner un peu la parole. Est-ce que quelqu'un veut démarrer, se lancer? J'ai plusieurs questions, genre de cube. Je vais remonter au début de la conversation. Tu as parlé des utopies littéraires. Est-ce que tu en as une à nous conseiller pour lire, par exemple, après la valse Oui, le voyage dans la lune de Cyrano de Bergerac. C'est celui-là que je voulais utiliser, mais il arrive un peu après dans l'histoire, et du coup je me suis dit en fait on va vraiment remonter au tout début. Mais effectivement, alors j'ai plus le titre exact en tête. Voyage aux empires. Voyage des empires et état de la lune ou quelque chose comme ça. Oui, alors, je lui aussi. C'est pas État et Empire de la Lune ou un truc comme ça? C'est quelque chose. Ouais. Je crois que c'est État et Empire de la Lune. Il a fait État et Empire du Soleil aussi, mais la Lune est super cool. Ouais, la Lune est super cool. Pour le coup, c'est un vrai roman de SF. Oui, oui. Tu manges bien aussi. Aussi, ouais. L'histoire comique des États et Empire de la Lune. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais une question. Du coup, fantasy, fantastique, est-ce qu'il y a un peu de SF quand même? C'est juste pour savoir si je peux. Alors là, ça devient compliqué de pas spoiler. Non, sans. Oui, non, peut-être. Je vais être extrêmement lâche et dire que pour moi je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé ce roman en me disant je pars d'un postulat de SF, mais dans un univers de fantasy et sur lequel le merveilleux est traité comme du fantastique. Donc en fait, j'avoue, je ne saurais pas dire moi, et parce que voilà, je ne saurais pas dire de quel côté est-ce qu'il penche le plus. Le plus, non, mais déjà, citer un certain roman de Philippe Cadic devrait donner quelques indications sur le fait qu'il y a plein de... Voilà, il est multiple, ce roman. Il y a plein de cases. Oui. Je vais me lancer. Alors, c'est pas une question littéraire, c'est plus une question de musicalité. Moi, ce qui m'a surpris en lisant le livre dès le départ, c'est une impression de musique à travers le texte. Bon, certes, il y a le mot valse dans le titre, on s'en doute bien, mais du coup, je me demandais si, en plus de la recherche littéraire, il y avait aussi une recherche musicale et un compositeur en particulier qui puisse avoir ce rythme dans le texte. Alors, vaste question. Oui, il y a une recherche musicale, très clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai utilisé le mot valse à dessein. Enfin, il y a vraiment... et puis, le roman est structuré autour de 3 narrateurs, 3 mouvements, et toujours avoir avec cette idée que finalement c'est une musicalité qui cherche son rythme au fur et à mesure. J'ai pas d'œuvre particulièrement là-dessus. Après, moi, j'ai une petite formation musicale. Ma mère est prof de musique. Enfin, il y a tout ça et tout. Et en gros, j'ai grandi avec
plein de musiques très très différentes dans les oreilles, qui aujourd'hui sont pas du tout celles de mes parents, mais voilà. La valse en elle-même, c'est pas ce que je préfère. Enfin, déjà parce que en plus c'est vraiment une danse, mais c'est quelque chose qui parle immédiatement. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Et puis c'était justement facile de caler le rythme du roman sur la musicalité d'une valse, justement parce que tout le monde le connaît. Et arriver finalement à ce point où, au fur et à mesure, c'est un roman qui cherche son rythme et qui finit par le trouver. Je ne dis pas comment parce que ce serait un peu spoilé, mais et donc la valse, elle est à la fois pour moi dans l'écriture, elle est dans le roman aussi parce que il y a une vraie valse, il y a même il y a une valse, une musique qui est cachée que seules quelques personnes peuvent entendre. Il y a 3 scènes de valse, une avec chaque personnage. Et effectivement, tout ça, ça faisait partie de la structure, je disais, ce que je prépare au départ pour commencer à travailler. Après, la musique en elle-même, c'est pas forcément des valses que j'ai écoutées en écrivant le roman, même si, pour m'inspirer un petit peu, j'ai pas mal écouté la musique de Porco Rosso, de Joe Hisaishi, où il y a notamment une valse, qui est vraiment très très chouette. Mais après, moi, quand j'écris, surtout je me mets du Philippe Glass et là, il n'y a pas de valse. Voilà. Mais ça, par contre, effectivement, je trouve que c'est vraiment très très inspirant. Il y a des rythmes particuliers, il y a plein de choses différentes. Et oui, il y a eu quand même un petit peu parce que ma formation musicale qui est assez loin, ne fait pas tout. Je me suis aussi pas mal renseigné sur pas mal de choses en termes de musique à ce moment-là. Ça avait échappé grâce à Claire Duvivier au fait que toutes les introductions, enfin toutes les ouvertures finalement, puisque chaque partie a une ouverture. Je voulais appeler ça des anacruses, qui est un terme vraiment spécifiquement musical que concrètement personne ne connaît. Claire m'a dit non, ne fais pas ça. Voilà. Non, mais elle a raison. En même temps, on aurait pris un mot. C'est bien aussi. J'ai fini par le caser à un moment dans le roman. Oui. Et voilà. Je vais revenir sur la musique, parce que j'avais la même question en même temps, et j'en avais une autre qui suivait. C'est la musique, du coup, c'est un thème qui est commun à la tour de garde, qui est aussi commun à la valse des vitesses. Tu as dit pour la valse que c'était quelque chose que tu voulais mettre en place. Est-ce que c'est un thème que tu veux garder aussi sur d'autres romans? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Au bout d'un moment, j'ai peur aussi un peu de la redite. Là, c'est vrai que c'était un élément. C'était un élément accessoire finalement dans la tour de garde, même si c'était quand même un élément présent. C'est un élément qui là est quand même beaucoup plus prégnant dans la valse pour les grotesques. Je sais pas si je repartirais sur quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autres questions. T'as des questions, vas-y. Pour rebondir sur les thèmes, dans ton processus d'écriture, est-ce que par exemple tu vas avoir de quoi tu parles? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vont partir d'un thème, il y a des auteurs qui vont partir d'un personnage? Qu'est-ce qui va initier une histoire dans ta vie? Honnêtement, alors j'ai entre guillemets 4 romans effectivement à mon actif, mais seulement deux histoires finalement. Je sais pas si je suis légitime pour répondre à cette question, surtout que dans les deux cas c'était différent. C'est-à-dire que vraiment pour Capitale du Sud, c'est parti de la ville, c'est-à-dire vraiment cette découverte de Sienne entre guillemets où on s'est dit en fait il faudrait inventer une Sienne médiévale encore plus grande avec des intrigues de cours entre les différents quartiers, un peu façon Florence des Médicis finalement, et ensuite partant de la ville. La question était de se dire, ok, maintenant cette ville, il faut la peupler, on va trouver un personnage principal qui incarne un peu cette ville, et c'est là que Nox est entré en scène. Là, en l'occurrence, dès le début, c'est vraiment parti finalement de cette visite au Palazzo Pozzi, donc de cette œuvre La Venerina, et juste et après pendant la visite d'un autre château où je me suis dit
mais en fait, si je parle d'une œuvre de chiroplastie, finalement, il me faut un artiste chiroplaste, donc l'étudiant est arrivé très très rapidement. Et l'histoire aussi. Là où en plus pour Capital du Sud, ça a fait plusieurs années avant d'en arriver là, parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire finalement de cette ville où on avait mis des intrigues de cours à tous les étages. Mais, donc là, c'est allé quand même beaucoup plus vite. Voilà, dans les deux cas, finalement, le processus a été vraiment très très différent. Je suis sûre que tu as 15 000 questions à poser. Qu'après, tu vas être frustré parce que tu peux pas les poser. Je peux les poser après. Hein. Oui, mais je suis sûre que ça intéresse tout le monde. C'est encore une question sur la projection, mais est-ce que tu as, enfin, les prochaines idées qui ne sont pas encore sorties, est-ce que tu comptes rester en fantasy ou est-ce que tu veux expérimenter d'autres genres? Enfin, après, moi, j'ai toujours pas lu la valse. J'ai cru comprendre que la valse, c'est de l'imaginaire au sens large. Là non plus, je sais pas en fait. Désolé, mais en fait, pareil, j'ai pas mal d'idées. J'ai pas mal d'idées de romans là. J'en ai 3-4 où je me dis, je me sens à peu près prêt pour les écrire. Voilà, je veux pas trop m'avancer, mais concrètement, il y en a une, c'est un univers de fantasy. Il y en a une autre, c'est du fantastique, mais contemporain. Et il y en a une autre, c'est un conte. Donc, je sais pas encore laquelle je vais prendre. Là, j'attends. Donc, pas de gros space opéra à distance réaliste. Non, ceci dit, Space Opera, c'est un genre que j'aime bien, mais je me sens pas encore. Déjà, je me sens pas la légitimité scientifique. Enfin voilà, pour le coup, je suis pas physicien, j'ai pas de. J'en ai lu plein, ok, mais... Il n'y a pas que des physiciens. Et puis tous les space opéras sont pas obligatoirement art science non plus. Si on regarde Becky Chambers... voilà, non, effectivement, je peux de toute façon pas faire de la art science. Voilà. Je n'ai pas cette prétention. Ça, c'est le transhumanisme. Il n'y a pas obligatoirement de art science ou de science dans un space opéra. On peut faire un space opéra oui, c'est vrai. Tout court, hein, c'est tout. Mais je me sens pas de me lancer dans cette aventure, en tout cas pour le moment. Ah oui. Voilà, la dark romance, on en parlait dans l'espace. Pas de dark romance ou de romance tout court, ou de romantaisie. Moi, Opéra. De romantaisie opéra. De space. Opéra. En fait, moi, j'écris les romans que j'ai envie d'écrire, en fait. Bah oui, et pour le coup, je n'ai pas, j'ai pas non plus la prétention. En plus, je pense que je serais très mauvais pour écrire des histoires d'amour. Parce que non, mais moi, c'est plus, c'est bien. Ouais. Surtout quand j'essaye quand je l'ai fait, pour prendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, j'essaie de les faire extrêmement respectueuses. Et oui, donc ça marche pas avec ce qui marche actuellement. Voilà, c'est ça. Oui. Après, ce qui veut pas dire que je suis absolument pas en train de bâcher à la romance d'une manière générale. Je pense qu'il y a probablement des très très bons textes, juste que je ne suis pas le public, donc je ne les connais pas. Oui. Et puis, il y a des auteurs de romans, voilà, il ne faut pas se forcer à écrire parce que c'est à la mode. Exactement. C'est le mieux. T'as encore une question? Alors, moi, je vais balancer l'objection de la personne. J'ai dit oui, je suis pas d'accord sur la romance, c'est notre production extraordinaire. Mais Bah oui. Je me suis beaucoup creusé la tête. Mais je me suis vraiment. Alors, c'est vrai que. Il y a une partie romance évidemment dans Capital du Sud. Oui, tu peux te boucher les oreilles. Il y a une partie romance dans Capital du Sud que honnêtement c'est la partie la plus complexe justement que j'ai eu à écrire, celle sur laquelle j'étais le moins sûr de moi parce que encore une fois je pense que enfin en tout cas c'est celle qui a demandé vraiment le plus de réflexion et de travail. Donc oui, tu relayais une question qu'il n'osait pas poser. Max ou Joanne? Ah, oh. Alors, c'est quoi la question, Max? Est-ce que moi... Quel personnage tu préfères, quel personnage tu as préféré créer? Qui sont deux questions différentes. On peut choisir. choisir entre ses enfants. C'est pas vraiment mes enfants non plus, mais. Ils sont pas là pour entendre la réponse. C'est vrai. Donc,
Nox est quand même plus sympathique au premier abord. Johan a quand même un côté plus profond, qui est un peu plus un personnage de la maturité. Mais ce qui est normal parce que Nox c'est un personnage qui est plus jeune aussi. Donc ouais, c'est deux choses très très différentes pour moi. Je ne choisis pas. Je botte en touche. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur Instagram au cas où? Non. Non. Bon, bah, je suis sûre que vous avez des questions, mais que vous voulez passer directement à l'auteur pendant la dédicace. C'est pour ça que vous ne dites rien pour le moment. Donc, on va s'arrêter là. Comme ça, vous pourrez les poser pendant la dédicace. Merci d'être venu nous parler de la valse. Et merci au public qui était là. Merci à Instagram.